Bonjour et bienvenue dans le Flammcast. Aujourd'hui, premier épisode avec Jérémy, fondateur de l'Overground, cofondateur, qu'est-ce qu'on doit dire? Cofondateur, ça me va très bien, on est 3 dans le projet, donc je suis pas tout seul. Aujourd'hui, tu nous reçois au sein de ton établissement pour ce premier épisode et je suis vraiment ravi de commencer par toi parce que tu as porté un beau projet, c'est un projet que je suis depuis longtemps, de loin, donc tu vas nous expliquer pour tout ça. Maintenant, jingle. Et une flamme pour la 5. Bonjour Jérémy. Salut Flavien. Bon, tout va bien? Tout va bien, il fait beau, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, là on profite en plus de ta terrasse avec notre belle Flammcast, enfin notre belle tarte flambée, pardon. Et on va pouvoir apprendre à te connaître. Ouais, avec plaisir. En tout pouvoir- cas, merci de me recevoir. Avec grand C'est, plaisir. Un honneur pour moi d'être le premier invité de cette chaîne de podcast. Trop bien. Donc on va commencer par la première partie, qui a un focus sur l'invité, donc sur toi, où tu vas pouvoir te présenter, nous dire ce que tu fais et quel est ton projet actuel. Ouais, donc moi c'est Jérémy No, j'ai 33 ans, toujours un peu de mal à compter après la trentaine, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Et je suis un grand passionné de pas mal de choses, que ce soit le cinéma, les sports outdoor, l'escalade principalement. Et surtout, je suis un grand fan de bière. Et c'est ce sur quoi va porter en grande partie justement toute la suite de ce podcast. Puisque j'ai créé une microbrasserie, un bar, un lieu de rencontre. Enfin, c'est un lieu qui est multiple et que je vous présenterai un tout petit peu après. Mais d'abord, j'aimerais parler un peu de mon parcours, parce que j'ai un parcours assez atypique en fait. Avec plaisir. Et donc les études, ça n'a jamais été trop pour moi. J'ai jamais été trop focus au niveau de l'école, tout ça. Mais j'ai été poussé en fait, que ce soit par mes parents, par des professeurs et tout, à quand même faire des études relativement longues, puisque je suis allé jusqu'au master. Ok. Donc c'est pas négligeable non plus. Mais j'ai jamais été un bon élève en fait. J'ai toujours été un peu le cancre. Un élève moyen ou même le cancre? Alors, dans l'attitude, un peu le cancre m'en foutiste. Alors, je foutais pas le bordel dans la classe, rien, c'était clairement pas. Tu t'en pas mon foutais délire. juste quoi. Juste, je m'en foutais en fait. J'étais au fond et puis je vaquais à mes occupations. Je dessinais ou je faisais la sieste. Enfin, Ok. pas un très bon élève du point de vue des professeurs. Par contre, au niveau des notes, ça fonctionnait bien, ce qui m'a permis justement d'aller loin dans les études. Donc des facilités en fait, ce qui t'ont fait continuer tes études. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais trouvé justement un domaine. Et en l'occurrence tout ce qui est commerce international, tout ce qui est marketing international, tout ce qui est géopolitique, qui me convenait bien en fait, que je comprenais facilement. Ok. Et donc j'avais forcément des facilités à avancer là-dedans. Et donc effectivement, je suis sorti d'école de commerce avec un diplôme justement en marketing international, Ok. avec un gros focus sur tout ce qui est technologie numérique. Donc que ce soit la vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le blogging, le webmastering. Ce qui t'a fait amener à ton premier job, enfin pas premier job, mais Alors, c'est le ouais. job dont tu m'as parlé en tout cas C'est avant ton métier de brasseur. Donc en fait, avant de partir en école de commerce, j'avais besoin de thunes. Mhm. Donc j'ai bossé chez un hébergeur web, donc au niveau du support technique, puis dans la partie commerciale, au niveau du service rétention comme il l'appelait. C'est les gens qui veulent résilier en fait, ils tombaient sur moi. Ok, faut pas qu'il résilie quoi. Voilà, faut pas qu'ils résilient. Je ne savais même pas que ça existait. Hein, Ouais, ils n'appellent pas ça le service résiliation, mais Mhm. rétention. Donc tout ça pour dire, on est là pour les garder. Il y avait un côté assez malsain la grande majorité du temps. T'avais le sale job en fait. Fallait convaincre que l'offre de l'entreprise était bien et convaincre des gens qui étaient convaincus que c'était mauvais quoi. C'était surtout ça. Ouais, exactement. Et, si encore c'était que ça, des gens qui ont des problèmes sur leur site web, etc., où finalement j'arrive à les aider à résoudre, et donc ok, bon, l'offre me convient, tout va bien. Ok. Mais il y a des fois en fait où il y avait eu de la vente un peu forcée. Et comme ça se fait souvent en fait dans les entreprises du numérique, et où du coup les gens se retrouvaient avec des forfaits, des offres en fait pour lesquelles ils avaient absolument zéro besoin, ou qui étaient vraiment surdimensionnés par rapport à leurs besoins. Et donc là c'était vraiment le sale job en fait de devoir les convaincre de garder cette offre. Ah oui, toi tu devais faire en sorte qu'ils gardent cette offre Ouais. même si elle n'était pas adaptée. C'est ça. Ah ouais. C'est en gros faire gagner un maximum de pognon à l'entreprise. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qui était partie commerciale, c'était vraiment pas mon dada. Parce que j'aime pas raconter du bullshit aux gens. Je veux que les gens, en fait, s'ils veulent payer quelque chose, déjà c'est eux qui le décident, que ça leur soit pas imposé, et qu'en plus ce soit adapté à leurs besoins. Bien sûr.
et que ce soit pas juste de la vente pour faire un maximum de pognon. Bien sûr. Ça crée que des clients insatisfaits, donc ça crée des clients qui font du one shot en fait. Puis surtout ne pas mentir aux clients, parce qu'en Ah soi ouais. c'était le cas là. Dans l'exemple que tu donnais, c'était simplement du mensonge de oui ça vous conviendra, mais en fait ça correspond pas à leurs besoins concrets quoi. Ouais, exactement. Et donc je suis très vite parti de ça, et de toute façon j'avais récolté assez de thunes, donc j'ai pu faire mon école de commerce derrière. Ça t'a permis de payer ton école. Ouais, Finalement, tout à bravo, fait. Bravo. Et donc j'ai fait des études donc, en supérieur en marketing international. Encore une fois, la partie commerciale, c'était pas du tout mon truc, donc je me suis dit, le marketing, C'est sympa. ouais, c'est beaucoup plus sympa. Les gens ont tendance à confondre un peu marketing et commerce, mais c'est pas du tout le même métier. Marketing, commerce et communication. Oui. C'est 3 trucs différents, mais que les gens mettent ensemble en général. C'est ça. Ou en gros, ils estiment, en gros, tu vends des trucs aux gens. Ouais. Non, Non, c'est c'est pas pas ce pareil. qu'on fait au niveau du marketing, c'est encore moins ce qu'on fait au niveau de la communication. Et t'avais déjà une vision de ce que tu voulais faire en rentrant dans ce cursus ou pas du tout? Alors, j'avais déjà une vision entrepreneuriale, D'accord. dans le sens où j'ai fait justement cette école en alternance chez un éditeur de logiciels dans la branche marketing. Et dès l'entretien d'embauche, en fait, dans cette boîte, ils m'ont demandé la question bateau, où vous voyez dans 5 ans, où vous voyez dans 10 ans. Et déjà à ce moment-là, je leur avais dit, moi avant mes 30 ans, je veux fonder ma société. Ok. Donc, est-ce que tu avais vraiment déjà ce projet de te dire, ok, ce que je vais apprendre maintenant, les expériences que je vais acquérir maintenant sera pour consolider mon projet entrepreneurial derrière? Bien sûr. Enfin, c'est incroyable, sûr. trop bien. Bah, c'est justement se lancer dans un projet entrepreneurial, soit tu es un génie surdoué, et il y en a, ça existe, qui dès leur plus jeune âge en fait arrivent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ces gens-là ne pensent même pas à entreprendre, ils pensent à créer des choses. Tu vois, Ouais. je pense que la logique est différente aussi. Ouais, effectivement, et moi j'ai pas cette logique. Je sentais en fait que j'avais besoin d'abord d'acquérir l'expérience, de travailler en fait dans d'autres sociétés, dans des structures en fait déjà établies. D'essayer, de tester des choses aussi, Ouais, j'imagine. ouais, et apprendre en fait toutes les facettes déjà des métiers du marketing, parce que j'ai fait plein de métiers du marketing en fait dans cette société, des métiers de la communication également. Et donc déjà d'apprendre les facettes un peu techniques du métier. Et en plus de ça, en m'intéressant à la partie managériale au début, donc on a posé juste des questions bêtes à droite à gauche en fait. De comprendre comment fonctionne une société, en fait, tout voilà, simplement. dans son ensemble. Bien sûr. Et tout ça avec pour projet de créer une structure avant mes 30 ans. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, puis c'était à mes 31 ans que la société a été créée. Ça va. Mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Ouais, Donc, Joker. Et donc aujourd'hui, pour expliquer à nos auditeurs, quel est ton projet actuel? Qu'est-ce que tu as réussi à construire? Donc là, actuellement, alors juste finir avec le parcours. Vas-y, pardon. Donc j'ai bossé dans cette société pendant presque 10 ans. C'était vraiment cool. Puis le Covid est arrivé. Et donc tout le monde était en télétravail dans le domaine du tertiaire. Hein. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être le moment de changer. Faire quelque chose d'un peu plus concret aussi. J'avais atteint une forme de plafond de verre en fait dans l'entreprise, et puis le marketing tel que c'était présenté, dans une grosse structure comme ça m'intéressait plus spécialement. J'avais plus de challenge en fait là-dedans. Puis tu étais un rouage, j'imagine, d'un système un peu plus gros que toi, ou Ouais, oui. Les tâches étaient redondantes peut-être, je sais pas. Ah oui, bah C'était ça qui te... tâches redondantes, non, pas forcément, parce que j'ai vu plein de choses justement du marketing. D'accord. Je faisais beaucoup de choses. Mais c'est juste que j'avais toujours cet objectif en fait avant 30 ans d'avoir ma société. Et donc là, Covid, forme de lassitude en fait liée au télétravail constant, puis voir ses collègues, etc. Je me suis dit allez, c'est le moment. Je me lance, donc j'ai démissionné de cette société. Je me suis lancé dans une formation de brasseur de bière, puisqu'en fait j'ai décidé de transformer ma passion, qui était le brassage de bière à la maison, que je pratiquais déjà depuis plusieurs années, en métier. Et donc encore une fois, plutôt que de me lancer comme ça, sans expérience, sans rien, je me suis formé, que ce soit via des études en fait, dans un lycée agricole, donc un cursus dédié justement au brassage de bière, et ensuite directement auprès de brasseries en fait, donc les brasseries Trois Mâts et Opirode en l'occurrence. Tu sais que tu m'as appris qu'il y avait une formation pour devenir brasseur, parce que moi j'imaginais même pas qu'il y avait une formation pour ça. Enfin en tout cas une école si tu veux. C'est comme pour n'importe quel métier d'artisanat en fait, il faut se former, tu peux pas te lancer en fait dedans comme ça. Oui, ça requiert des connaissances de toute manière. Tout à fait. Tu manipules du vivant en plus. Exactement. Et donc maintenant je suis brasseur de bière, je suis tenancier de bar, je suis gestionnaire d'entreprise, je suis créateur d'événements, animateur d'événements. Enfin, je fais plein de choses puisqu'en fait mon business, donc Overground Brewing, est divisé en deux grosses structures. Une partie sur la production de bière, donc on produit nos propres bières. Des bières modernes, des bières adaptées en fait à une
forme de consommation de masse, j'ai envie de dire, dans un bar. Donc on n'est Oui, pas c'est sur pas des une- bières hyper élitistes en fait, où Ouais. t'en bois une et puis c'est bon, t'es calé, t'as la pâteuse et t'as juste envie de passer à autre chose. Non, il faut que ce soit des bières pintables, Mhm. que ce soit des bières qui puissent être Agréable dégustées, aussi, ouais, ouais. agréables, vraiment que tu puisses boire à tout moment en fait de ta soirée, que ce soit en apéro, que ce soit pendant le repas, que ce soit même en digestif. Bien sûr. Et Ça, surtout, je te l'avais même dit, hein, je te coupe, je suis désolé, ouais, mais pas de souci. moi qui n'aime pas la bière, je ne bois jamais de bière. Tes bières sont les seules bières que j'apprécie. Mais c'est pas Merci. parce que t'es un pote, c'est pas parce qu'on est en émission. C'est sincère. Tes bières sont vraiment très bien foutues pour ça parce qu'elles sont. Je dirais que c'est de la bière abordable. Ouais. Même pour des gens qui connaissent pas la bière, qui sont pas amateurs de bière, ils trouveront un produit qui est agréable à. Ouais, à déguster. C'est qu'en fait, le créneau que j'ai pris est un créneau un peu bâtard sur le papier, dans le sens où on n'est pas totalement dans la bière tradie. Donc cette bière, par bière tradie, j'entends les bières très faciles à boire, les Pils, les Hefeweizen, enfin toutes ces bières qu'on trouve justement en énorme volume un peu partout. En Et termes de marque, ça correspond à quoi comme grosses marques qui font ce genre de bière? pour le placement sur lequel moi je me suis mis, Non, pour cette typologie de bière. cette typologie, j'aurais tendance à dire Météor, Ok. pour, C'est juste pour pour les qu'il y ait un locaux. point de repère, tu Ouais, vois. tout à fait. Ou en Allemagne, tout ce qui est Paulaner, tout ce qui Ok. est. Ouais, ces brasseries justement qui créent des gros volumes, mais de bières tout de même de qualité. Mhm. C'est enfin, tout ce qui est Heineken, Kronenbourg ou autre, c'est encore un marché totalement différent. Ouais. Mais là, on parle de bières justement qui ont un certain niveau d'exigence, un certain niveau de qualité, qui utilisent de vrais ingrédients naturels. Et donc celles-ci sont les bières tradies, comme je les appelle, faciles à boire. Et de l'autre côté, en fait, de la balance, il y a toute cette nouvelle vague des bières craft, où là, ça peut partir. Enfin, c'est toujours une guéguerre de qui en fait le plus, qui met le plus de houblon, qui a la bière la plus forte, Qui a la le plus de recette fruits. un peu bizarre. Parce que Voilà, moi qui j'ai a- goûté une bière au kebab, je crois. Je sais plus Ouais, quelle et- brasserie fait ça, mais Brasserie Iron, la kebab, Magic Bogos, choucroute, ouais. c'est donc il y a toute une créativité qui est absolument incroyable dans le monde de la craft, mais qui a un public quand même assez élitiste, ouais, bien sûr. un public assez réduit. Et donc c'est pour ça que nous on a pris plutôt le pas d'aller vers l'entre-deux. D'accord. Donc faire des bières justement créatives, mais sans forcément être trop clivantes. Faut que nos bières sont rassembleuses, C'est vrai. tout en étant justement hyper qualitatives et abordables. Et dans cette logique de rassembler, au final, c'est pour ça qu'aussi il y a eu Et- le lieu qui a été créé, c'est ça? Exactement. Et donc on est parti vraiment de la microbrasserie, puisque C'était le projet initial. voilà, mon D'accord. métier ainsi que le métier d'un de mes associés, c'est vraiment brasseur de bière. D'accord. Et on a remarqué en fait que la conjoncture se prêtait pas trop à la création d'une microbrasserie uniquement, dans le sens où les circuits de distribution commençaient à être vraiment saturés, qu'il y avait une crise de l'énergie en fait qui était déjà bien en place, avec l'augmentation justement des tarifs. Et une microbrasserie, ça consomme énormément d'énergie, que ce soit de l'eau, de l'électricité, du gaz, ça en consomme énormément. Puis il y a énormément de marques aussi qui sont lancées, comme tu disais, saturation un peu du marché dans Ouais. ce sens-là, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont créés au fil des ans. C'est ça, c'est que il y a vraiment ces deux conditions, donc beaucoup de concurrence, et de l'autre côté justement une hausse des coûts de production. Et donc on s'est dit que ce serait trop risqué en fait de se lancer uniquement sur la partie microbrasserie, et donc on a essayé d'ouvrir un bar pour être notre propre circuit de distribution en direct, sans intermédiaire, Très intelligent. et du coup maximiser nos marges et être sûr en fait d'écouler en fait une grosse partie de notre production via ce levier-là. Ce qui en plus rajoute une plus-value sur l'image de marque. De posséder le lieu et en même temps dire je brasse ma propre bière et vous pouvez venir la déguster à la maison, c'est quand même incroyable. Ça offre une expérience qui est complète, quoi. Ouais, c'est dans les deux sens, que ce soit pour la partie microbrasserie, que les gens puissent avoir un lieu réellement pour rencontrer nos bières, pour nous rencontrer nous, Ouais, vous aussi. pour oui. créer un esprit un peu fédérateur en fait Mhm. aussi autour de tout ça, créer un esprit de communauté autour de la marque, Hyper intéressant. autour du produit, autour du lieu et autour de nous finalement. Et j'imagine que même pour vous, ça vous permet d'avoir des retours peut-être plus directs aussi et de créer vraiment une alchimie avec vos clients, Ouais. de pouvoir construire potentiellement les prochains produits que vous voudrez faire avec eux et de entre guillemets les mettre dans la boucle, quoi. Bah ouais, tout à fait. On est toujours preneur en fait du retour de chacune. On l'écoute pas tout le temps, mais ça j'y reviendrai plus en détail après. J'expliquerai pourquoi. Mais voilà, il y a la microbrasserie d'un côté et le bar de l'autre, et bar dans lequel on organise également plein d'événements.
D'accord. Donc que ce soit des quiz, des blind tests, des karaokés, les diffusions d'événements sportifs de grande ampleur, parce qu'on va pas non plus diffuser Angers et Caen sur France 6. Très beau match. Ouais. Match en jeu. Et donc pas mal d'événements, même certains assez uniques, type des soirées Hot Ones, comme dans l'émission de Ken Kojandi sur YouTube, où on fait ça en direct en fait, avec les gens, histoire de les faire transpirer un peu. Et surtout, on a voulu créer un lieu de rencontre. On ne s'est pas installé au centre-ville de Strasbourg, parce que oui, effectivement, on est à Strasbourg. On s'est installé dans un quartier périphérique où justement l'offre manquait cruellement en termes de lieux de sortie, de lieux de rencontre. Il y a énormément justement de public, surtout dans notre public cible majoritaire, parce que c'est un quartier dortoir. Et on sentait justement qu'il y avait une vraie demande en fait de la part des gens. Une volonté d'avoir un petit bar de quartier où tout le monde pourrait se retrouver, tout le monde pourrait faire des activités. C'est ça, où les gens se rencontrent en fait. C'est que sinon, et on l'entend encore même aujourd'hui, au bout de 7 mois d'ouverture, des gens qui me disent mais c'est trop bien cet endroit, parce qu'en fait avec les voisins on se croise dans la rue, on se dit à peine bonjour, mais on prend jamais le temps de discuter. Alors que chez vous on a le temps de se poser en fait et de vraiment apprendre à se connaître. De toute façon on en avait déjà parlé tous les deux, hein. Pour moi le bar c'est vraiment le troisième lieu qui est hyper important dans la vie des gens. Il y a le travail, il y a l'habitat, mais tu as aussi ce troisième lieu, ce lieu social en fait. Qui est un peu le socle aussi de la vie de chacun, hein, de toute façon. Exactement, et pas forcément tourner autour de la bière ou des produits alcoolisés. Bien sûr, on a plein de gens qui viennent juste participer justement aux événements, qui tournent à l'eau, et ça ne me dérange absolument pas, parce qu'on veut avant tout justement ce lieu de rencontre. Si en plus on peut promouvoir nos bières, tant mieux. Si en plus on peut vendre plein de bières, tant mieux. Mais le but premier, c'est vraiment en fait de donner un lieu de rencontre. C'est pas inciter à la consommation, c'est vraiment d'avoir ce lieu de rencontre. Comme exactement. Okay. Exactement. Hyper intéressant. Et donc voilà, la microbrasserie d'un côté, le bar de l'autre, et ce bar qui est lieu de rencontre, lieu d'événement. Et donc on organise justement plein de choses. Profites-en pour donner l'adresse exacte. Ouais, c'est au 8 rue de la Tour, à Strasbourg-Königshofen, 67 200. Petite adresse, une petite maison alsacienne toute mignonne, très sympa, qu'on reconnaît directement, et puis un Biergarten hyper végétalisé sur l'avant avec une grande terrasse. C'est tout mignon, il y a plein de jeux de partout, on a des fléchettes également en libre accès, on a plein de jeux de société, plein de bouquins, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, et nous on s'éclate à faire ça. C'est beau. Et donc là on va amener un autre sujet, tu as commencé à l'évoquer, qui était effectivement la période de Covid. Quelles erreurs tu aurais pu rencontrer lorsque tu as voulu construire effectivement ce projet et les difficultés, enfin pas des erreurs, plutôt des difficultés que tu as rencontrées dans la construction de ce projet? En fait ce projet a vraiment commencé, mais c'était vraiment les balbutiements au moment du Covid. Vous vous êtes dit tiens, bonne idée, tous les bars sont fermés, on va en ouvrir un. Alors non, c'était plus sur la partie brasserie, plus sur la partie création de bière, où en fait pendant le Covid, on s'est retrouvés tous enfermés, et donc on a appris à connaître nos voisins. Et en fait mon voisin juste au-dessus de chez moi, il s'avérait qu'il brassait également de la bière à la maison. Et tu ne le savais pas? Et je ne le savais pas, lui, on ne se connaissait pas en fait. Incroyable. Et on s'est rencontrés justement pendant le premier confinement, donc début 2020. Et on a commencé à brasser de la bière ensemble, parce qu'en même temps on avait un peu que ça à faire, on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. Puis le moment où tu peux partager ta passion avec quelqu'un d'autre, c'est un moment extraordinaire aussi. C'est ça. C'est incroyable. Et donc Thomas au 30 pour le citer, qui était vraiment à la genèse en fait d'Overground. On a commencé à brasser de la bière ensemble. Et puis forcément, ça te monte vite à la tête, c'est dès que tu commences à sortir un brassin, un deuxième brassin, tu dis ah vas-y on va monter notre brasserie. Tu deviens Bill Gates. Ouais non mais c'est ça, et il n'y avait pas eu tout de vente, et en vrai les bières étaient assez dégueulasses finalement, mais on sentait pousser des ailes directement. En fait c'est comme si ça t'avait donné la naïveté d'un enfant de pouvoir rêver de ce que tu pouvais accomplir, un peu c'est un moment un peu d'insouciance en fait qui s'est provoqué. Grave. C'est trop bien. Et puis bon, avec un peu de pragmatisme derrière, je me suis dit quand même aller se former d'abord, et donc ça j'en ai parlé avant justement, lycée agricole, brasserie, tout ça. Et donc le Covid en fait a été fondateur au projet, mais en même temps il nous a mis de gros freins derrière, puisque donc avec Thomas c'était facile, il y avait une proximité géographique, mais avec les autres membres en fait de l'équipe, c'était plus compliqué, c'était plus éloigné, on pouvait pas se déplacer, donc il y avait beaucoup de visio, il y avait beaucoup de temps d'attente entre les brassins, beaucoup de temps d'attente entre les différentes étapes en fait du projet.
parce qu'on ne pouvait pas vraiment se rencontrer, que c'est toujours plus facile en fait d'en discuter autour d'une table Bien que d'en sûr. discuter en visio. Plus naturel en fait, à l'échange qui se fait plus instinctivement en fait. Tout simplement, Ouais. Et en plus, chacun avait ses contraintes propres, bien sûr. surtout au moment des déconfinements, où forcément tout le monde avait juste qu'une envie, c'était de sortir, de profiter d'autre chose. D'ailleurs, juste j'en profite, tu me tends une perche, mais à ce moment-là, c'était quoi ta situation? T'étais encore dans ta boîte à faire du marketing? Alors début 2020, ouais, j'étais encore dans ma boîte à faire du marketing. Mais j'imagine que tes associés, c'était un peu le même cas. Ils avaient tous une activité. Ils avaient tous une activité, effectivement. Et donc on avait tous notre boulot à côté, il y avait tout ça. Oui, donc il y avait ça à gérer aussi, de savoir si on veut vraiment monter un projet, comment ça va se passer pour chacun d'entre nous, quoi. Exactement. Et donc là, comme dit, on était vraiment au balbutiement. Et c'est surtout en fait à partir de mi-2022 que là, c'est là où on s'est dit, vas-y, go, on y va. C'est là on est prêt, ça faisait... C'était quoi l'élément déclencheur? Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment... C'était la continuité de Ouais, la c'était chose. la continuité, donc on bossait sur notre business plan en fait dès le début, enfin surtout la veille en fait, qui constitue une grosse partie du business plan. Que beaucoup de personnes mettent de côté d'ailleurs. Je pense que c'est un élément crucial quand tu construis un projet. J'en parlerai en détail après, effectivement. T'inquiète, j'ai tout prévu. Mais ouais, l'élément déclencheur aussi, c'est que j'avais fait ma formation, j'avais bossé en brasserie et moi je me sentais prêt en tant que brasseur à assumer justement de mes propres ailes aussi la partie production de bière. C'est intéressant parce que je vois à chaque fois, tu fais quelque chose, tu mets en place une action, tu t'apprends, tu arrives à ce fameux plafond de verre et tu dis ok, il faut que je passe à l'étape suivante. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que ça s'est aussi construit comme ça. Tu me dis voilà, je brassais chez moi, je rencontre un mec qui brasse aussi. Next step, m'inscrire dans un lycée, enfin dans une formation qui m'apprend réellement le métier de brasseur. J'apprends à brasser. Bon, maintenant je fais quoi, tu vois, où est-ce que je vais? Et c'est intéressant cette évolution. C'est le cheminement d'apprendre en fait, plutôt que d'essayer de faire, parce que ça permet de réduire déjà un maximum d'erreurs qu'on peut tous rencontrer au début, surtout les erreurs qui peuvent être critiques et qui peuvent mettre totalement en péril ton projet. Justement, apprendre des autres, apprendre des erreurs que les autres ont fait avant de se lancer. Et moi je suis vraiment dans cette optique là pour un peu tout. Et donc c'est un peu le conseil que je donne à tout le monde en fait lorsqu'ils ont un projet, c'est n'essaye pas d'aller trop vite. C'est prends ton temps, apprends, va discuter avec les autres en fait du même secteur. C'est la plupart du temps, si tu y vas gentiment, si tu y vas de manière humble en fait, ils vont être tout à fait ouverts en fait à te donner plein de tips. Surtout demande-leur leur avis réel et quitte à te prendre des baffes parce que ce sera la meilleure chose en fait, ce qui pourra faire en sorte que tu te remets en question et que tu construis réellement ton projet, quoi. Et en fait nous on l'a vu dans la construction justement du business plan de manière concrète, enfin surtout de la stratégie commerciale qui en a découlé. Une fois qu'on avait toutes les infos, une fois qu'on t'a interviewé, on a fait des tours de France en fait de brasserie pour boire de la bière, soit, mais aussi pour rencontrer surtout les entrepreneurs en fait derrière tout ça et leur demander plein de conseils. Trop bien. Et donc on a vu de plein de genres, certains qui avaient des bars, certains qui avaient juste la microbrasserie, différentes tailles de brasserie, d'autres qui avaient un brewpub, donc un bar où ils brassaient directement sur place. Enfin, on en a vu plein. Et donc on a appris justement de tout cela, des contraintes qu'ils avaient, des conseils qu'ils avaient à donner. Et donc en fait notre projet et notre stratégie commerciale a énormément évolué avec le temps. Comme dit au début, on voulait que la partie microbrasserie, donc en gros volume, puis on était parti sur un brewpub pour pouvoir brasser directement sur place. Mais là c'est plus des difficultés immobilière en fait. Parce qu'il faut de la surface. Il faut de la surface pour pouvoir brasser, il faut de la hauteur sous plafond, enfin il y a plein de contraintes liées à la production de bière. Et en même temps tu peux pas être dans une zone industrielle parce que sinon tu n'as pas de visibilité pour ta partie bar. Effectivement. Donc il faut réussir à trouver le bon lieu et on a cherché en fait pendant... Mais ça 6 mois. C'est bête, mais juste ce que tu viens de dire, c'est vrai que si tu poses pas la question à des gens qui sont déjà dans le métier, tu peux même pas l'anticiper en fait. Tu peux pas l'imaginer si tu n'as jamais été confronté à ça. Maintenant que tu en parles, tu peux te dire oui, effectivement, ça paraît logique. Mais si t'en parles pas, tu te retrouveras devant le mur et tu vas te dire en fait c'est pas si simple quoi. Tu vas perdre des mois et des mois en fait. Tout ça pour te retrouver devant le merde, j'ai pas la hauteur sous plafond. Chier. Qu'est-ce que je dois faire? Je réduis ma... Et là derrière, t'as déjà investi beaucoup de temps, éventuellement des thunes. T'as la pression aussi d'ouvrir, de faire tourner ton truc. Donc c'est pour ça on a préféré justement prendre notre temps. Et donc on a décidé au final d'ouvrir juste un bar. Juste un bar, et sur la partie production en fait on l'externalise pour le moment. Et ce serait quoi les projets à venir alors? L'avenir de ton business? Alors le projet le plus proche
Ça va être l'ouverture de l'étage du bar, parce qu'en fait on a toute une maison alsacienne et pour le moment l'étage en fait est inaccessible au public, c'est juste un gros bordel, c'est notre atelier géant. C'est là où on construit plein de choses en fait, justement pour le reste du bar. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez refait toute la déco de l'établissement. Ouais. Et c'est incroyable. Il y a On vraiment a un univers qui se dégage. On et, a tout fait trop nous-mêmes, cool. donc alors on n'a pas eu l'idée originale, parce qu'on a fait appel à un expert pour ça, c'est Yolande Non, Galaxy. prends les lauriers pour toi. Alors c'est lui qui a créé l'idée originelle. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc Yolande Galaxy qui nous a créé justement le concept de l'univers en fait qu'on a mis dans le bar. Donc c'est une planète nouvellement terraformée sur laquelle les colons en fait la première chose qu'ils ont fait c'est installer un bar parce que c'est important. Et donc on a fait tous les travaux derrière nous-mêmes. L'histoire est cool, je la connaissais pas, l'histoire est très cool. Cette planète terraformée. Ouais, je ne savais pas. Ça rentre dans l'univers. Hein, c'est génial. Parce que tout le principe de la brasserie, mais ça pareil, je l'expliquerai un peu plus tard, tourne autour de l'exploration spatiale, de la science-fiction, histoire de donner une identité marquée en fait. Bien sûr. Et donc on a fait tous les travaux nous-mêmes. Ouais. Oui, donc pardon, on parlait des projets d'avenir. Ouais, et donc de et donc les projets d'avenir, il y a ouvrir. l'étage en fait qui va arriver, l'étage en fait qui va nous permettre de nous ouvrir à toute une autre clientèle qui va vraiment développer en fait certaines parties que pour le moment on peut pas développer, telles que l'organisation de comédie club, de spectacles de stand-up, la privatisation pour des anniversaires, pour des comités d'entreprise, pour ce genre de choses, même organiser des conférences. On peut organiser plein de choses puisque déjà ce sera séparé de la partie du bas. Ouais. Et donc si on a un spectacle de stand-up et si on le met en bas, il y a des clients qui ne veulent pas participer à Bien ça, sûr, qui vont faire du bruit, envie, le spectacle de stand-up ouais. va les déranger, et les clients qui ne veulent pas participer vont déranger le spectacle de stand-up. Personne ne sortirait vainqueur de tout ça. Bien sûr. Donc là, 2 espaces séparés, ça permettrait justement d'avoir aussi un autre type de clientèle. Toujours d'être dans cette dynamique de faire vivre le lieu en fait, et d'être un lieu de rencontre, un lieu de vie. C'est ça, qu'on ne soit pas juste un bar à bière, qu'il se passe plein de choses en fait ici. Carrément, trop bien. Et donc ça c'est prévu pour début de l'automne, fin septembre, début octobre. Ok. Donc là c'est vraiment tout proche. C'est tout proche, Ouais. Et ça va être trop bien, il y aura bande d'arcade, flipper, vidéo proche. Trop bien. Il y aura plein de belles choses. Une belle ludothèque aussi. Deuxième projet, c'est l'installation d'une pico-brasserie directement sur le bar. D'accord. Donc, par pico-brasserie, c'est comme une brasserie industrielle, mais en beaucoup plus petit. Donc ce seront des cuves de 150 litres, là où habituellement en fait on brasse sur du 2500 litres par brassin. Là ce serait sur du 150 et c'est pour créer en fait de l'ultra éphémère. D'accord, donc créer des bières un peu événementielles. Ok. En petit volume, donc on prend beaucoup moins de risques. Trop bien. Créer Puis ça te permet de tester en fait, c'est trop bien. Ça permet de tester plein de choses, justement de faire des bières beaucoup plus clivantes, puisqu'on ne prend pas de risques vraiment. Ça fait 4-5 fûts de 30 litres. Ça va. T'auras toujours des clients pour les boire. Là, il y a Mathieu à côté de nous. Je suis sûr qu'il n'y aura pas besoin de le prier. Il y a des clients qui aiment ces bières clivantes et puis ça nous permet de nous amuser. Parce que le métier de brasseur aussi, c'est de la créativité. Le métier de brasseur, c'est pas juste de faire encore et encore les mêmes bières. Enfin, du moins, ma vision de ce métier. C'est un métier qui est créatif, c'est un métier d'artisanat en fait. Un métier de test aussi, j'imagine. Et pour tester, il faut aussi proposer ce que tu fais. Un peu comme une œuvre d'art en fait, où tu as besoin de la diffuser au grand public pour savoir ce qu'elle vaut. Bien sûr. Et donc cette pico-brasserie, justement, on devrait l'installer d'ici fin d'année ou début d'année prochaine. Trop bien. Donc ça nous permettra d'internaliser une partie de la production. Et d'internaliser justement sur des petits volumes. Et en attendant justement l'internalisation totale de la production, qui est le projet à moyen terme. Ok. Donc là où pour le moment en fait on externalise cette partie. Donc, en gros on donne un cahier des charges à une autre brasserie. Et eux brassent pour nous. Okay. Donc c'est un cahier des charges extrêmement complet, ils suivent notre process à la lettre, ils suivent notre recette à la lettre. Et j'imagine que vous avez travaillé avec eux aussi on travaille avec eux, on concevoir en discute, le truc. Et nous on est présents, en gros on fait chef de chantier. Très Mais pour des raisons d'assurance, on n'a pas le droit de toucher au matos. Ce qui me manque un peu, je dois te l'avouer. Ça va revenir. Bah oui, bientôt. Donc ouais, l'autre gros projet, c'est effectivement l'internalisation de cette production en gros volume. Donc là, ça nous demandera d'avoir un local qui ne sera pas directement sur place. Bien sûr. Donc on essaiera de l'avoir le plus proche possible, un local adapté au brassage de bière en 2000 ou 2500 litres par brassin, ce qui nous permettra derrière d'être beaucoup plus agile en fait dans notre production. Trop bien. Bah, on te souhaite toute la réussite pour ces beaux projets. Bah ouais, et à plus long terme, ce sera même d'ouvrir d'autres bars. Oui, tu m'avais parlé en 2-2 de cette histoire de potentielle franchise ou même d'établissement en propre. On ne sait pas comment ça peut se passer. Mais le but, c'est d'ouvrir d'autres bars dans le sens où on bosse sans intermédiaire, on bosse en direct, donc toute la marge est pour nous. Bien sûr. Et non, puis tu as un concept fort aussi, il faut le dire. Tu as un concept fort, tu proposes des choses qui sont différenciantes. Donc
il y a tout intérêt à développer l'activité et enfin en profiter un maximum de personnes aussi. C'est ça, pour que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de volume que nous on vend, Bien sûr. que ce soit surtout que ce serait des bars qui ne seraient pas tous des copies conformes. Ouais. Enfin, on n'a aucun intérêt à faire du McDo où tous les McDo se ressemblent. Ouais. Le but, c'est que chaque bar ait sa propre identité. Okay. Le seul point commun, finalement, c'est ce principe un peu d'exploration spatiale, de science-fiction, et surtout qui propose, entre autres, nos bières. Parce qu'on ne propose pas que nos bières. Oui, vous travaillez avec d'autres On travaille avec d'autres brasseries, on travaille également avec des vignerons, on travaille avec des producteurs de spiritueux. Enfin, il y a plein de choses justement dans le bar. Encore une fois, c'est pas juste un bar à bière. La bière, c'est l'effet d'appel, la bière, c'est notre petit bébé, mais il y a plein d'autres choses en fait qui se passent autour de ça. On vous encourage à venir découvrir l'Overground si vous êtes sur Strasbourg. Et surtout le dernier projet à plus long terme, c'est d'enfin réussir à bosser que 35 heures semaine. oublie ça. Ouais, tu es entrepreneur, Jérémy, j'ai espoir. Bon, on en est loin pour le moment. Je te propose qu'on passe à la partie 2, yes. qui est une partie assez intéressante parce que je vais te demander vraiment ton point de vue. Alors je vais te donner des sujets assez vagues, des sujets assez généralistes, et tu vas prendre l'angle que tu veux. Et tu vas nous donner ton avis là-dessus. Et si tu as aussi des anecdotes ou parler de ton expérience pour argumenter ton propos, sera tout aussi bien. Donc on peut commencer par un premier point qui est crucial quand tu entreprends. C'est qu'à un moment, alors c'est même pas que des collaborateurs, mais ça peut être aussi vis-à-vis de tes associés, c'est hyper important de cette notion de RH, cette notion de gestion de l'humain. Toi, quel est ton avis par rapport au RH et comment tu abordes ça, si on peut le dire? C'est un sujet qui est compliqué pour moi, dans le sens où j'y connais absolument rien en RH. J'ai pas été formé dessus, donc j'apprends un peu tout sur le tas. Bien sûr. Mais tu y es confronté quand même. J'y suis confronté, bien sûr, parce qu'on a des extras régulièrement. Maintenant, on a même Gwen chef qui est arrivée, une chef effectivement en cuisine qu'on a embauchée, première embauche en fait en CDI. Donc j'y suis confronté, mais sur la partie RH en fait, comme j'ai pas les outils, comme j'ai pas les armes en fait des RH, moi j'ai tendance à être un peu trop sur la partie humaine. D'accord. Et comme je suis un peu trop optimiste sur l'humain, j'ai tendance à aimer en fait un peu tout le monde très rapidement en fait. C'est ma vision un peu biaisée là-dessus. Okay. C'est ça va venir avec le temps aussi de se former. Il va forcément y avoir des couilles. J'ai trébuché quelques fois. Mais voilà, c'est pour le moment, j'y vais vraiment à l'instinct sur cette partie RH. Mais je conçois en fait que c'est une partie qui est critique pour une société parce que tu externalises finalement une partie de ce que tu faisais avant à une autre personne. Donc il y a aussi cette notion de confiance que tu donnes à cette autre personne. Il y a la notion de faut bien s'entendre avec la personne parce qu'on travaille au quotidien ensemble, on est tout le temps ensemble, donc faut pas qu'il y ait que la partie professionnelle, il faut aussi qu'il y ait un peu d'affect humain en fait derrière, qu'on puisse surtout communiquer correctement, qu'il n'y ait pas une communication brisée, parce que ça c'est hyper important avec les flux, que ce soit avec les associés ça, et encore plus lorsque c'est les personnes salariées, parce que même si j'essaye un peu de briser les barrières, qu'il n'y ait pas vraiment de lien hiérarchique direct, il y en a quand même un qui s'installe en fait naturellement. C'est la personne, elle se dit mais en gros s'il a envie de me faire chier, il peut vraiment me faire chier. Mais d'un côté qui est aussi obligatoire selon moi, parce que tu prends aussi les risques, c'est ton projet, c'est ton bébé, donc ce lien hiérarchique est quand même obligatoire d'un côté. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends la manière dont tu peux... C'est qu'au final, c'est moi qui prends les décisions. Voilà, c'est sûr. Ça. Mais après, si j'embauche quelqu'un, c'est parce que cette personne a des connaissances que moi je n'ai pas sur certains sujets. Ouais, ça c'est important. Et donc, j'ai pas trop le choix que de l'écouter non plus. Bien sûr. Au moins de prendre en compte son avis. Donc, ce terme de confiance est très important. Oui, bien sûr. Et c'est là où dans la partie RH, je comprends que certaines sociétés maintenant aient du mal à embaucher ou alors fassent des processus de recrutement en rallonge. Ça on le voit surtout dans les très grosses sociétés où tu as 17 entretiens différents, ça te prend 18 mois, c'est infernal. On est vraiment arrivé à un truc too much. Pour moi, il faut que ce soit beaucoup plus simple que ça. Revenir aux fondamentaux en fait, de relations humaines, et c'est ça que tu veux dire? De ça, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une période d'essai. Oui, en plus, oui. Donc ne pas hésiter. Qui va dans les deux sens. Bien sûr. Ne pas hésiter en fait à donner sa chance en fait aux gens. Bien sûr, tu as discuté avec eux avant, tu as pu voir qu'il y a quand même des compétences, qu'il y a un esprit commun, des valeurs communes. Mais il faut donner sa chance en fait. Et si ça marche pas d'un côté ou de l'autre, en fait, il y a la période d'essai, donc tu peux rompre tout ça. Donc plutôt optimiste sur cette partie-là jusqu'à aujourd'hui. Ok, très bien. Je voulais te poser la question parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Donc
dans ton projet, tu as deux grandes parties, comme tu Mhm. l'as dit, brasserie plus l'établissement. Et là, j'aimerais qu'on commence par la partie comment ça se passe pour gérer un établissement. Un bar, Un bar, oui, pardon. c'est éprouvant. Dans le sens où c'est énormément d'heures. Mhm. C'est la partie immergée de l'iceberg, en fait, c'est forcément le temps d'ouverture. Où tu es Donc, obligé ouais, c'est enfin, ça. il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Voilà, donc il y a le temps d'ouverture et surtout c'est ce que les gens voient. Mhm. C'est donc de 17h à 1h30 en fait, les gens voient ce qu'on fait, voient le travail qu'on fait. Mhm. Mais ils réalisent pas forcément tout le travail qu'il y a avant, tout le travail qu'il y a après, tout le travail qu'il y a même déjà dès le matin en fait. Bien sûr. Surtout en tant que patron en fait d'établissement. C'est que t'es pas juste là, arriver 10 minutes avant et repartir 10 minutes après. Ce serait beau. Ce serait trop beau. C'est qu'il y a déjà le matin ça commence, il y a les livraisons, faut aller chercher les fournisseurs, il y a toute la partie administrative, enfin, il y a Bien sûr. 1000 choses à faire en fait, 1000 micro-problèmes en fait du quotidien, surtout sur un établissement, un bar, je sais pas, imaginons. Bah, t'accueilles du public en plus. Hein, donc, Voilà, t'as j'accueille des le public, règles donc à il y a respecter. des règles à respecter, t'arrives le matin et ta VMC finalement elle fonctionne pas, t'es là comme un con en fait. Ouais, faut Donc trouver la solution. faire venir quelqu'un en urgence, faut avoir des contacts en fait à droite à gauche pour à peu près tout. Soit au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, au niveau de la plomberie, faut avoir des contacts pour tout Bien sûr. et que ces personnes puissent intervenir rapidement. Oui, il faut être réactif. C'est Parce ça. que toi, tu as ton obligation qui est d'ouvrir à telle heure Mhm. dans tes jours d'ouverture et de pouvoir faire du business ou en tout cas accueillir les gens qui veulent venir. Quoi. Ouais, Et surtout les accueillir en toute sécurité dans les meilleures conditions. il y a ça aussi, effectivement. Donc voilà, il y a toute cette partie où ça commence dès le matin, où il y a 1000 choses à faire. Déjà vérifier que tout fonctionne Mhm. lorsque tu arrives. Et ensuite, gérer tes tâches du quotidien. T'avais déjà bossé dans un bar toi avant ou pas? Très brièvement. Très brièvement, t'avais anticipé la charge de travail que c'était ou tu t'es dit à un moment ah ouais c'est dur. Non, je l'avais pas anticipé forcément Ouais. parce qu'encore une fois, je jouais avec la partie immergée de l'iceberg. Ouais. C'est que je faisais mes heures, j'arrivais Oui, c'est genre ça. à 19h, je finissais à 1h et puis j'avais éventuellement une demi-heure de ménage derrière, mais ça Mhm. s'arrêtait à ça en fait. J'avais pas cette vision en fait d'ensemble du truc. Donc ne vous lancez pas dans la création d'un bar, s'il vous plaît. Si, en soi, c'est une super aventure. Hein. C'est juste qu'il faut s'attendre À la avoir charge de 1000 travail. à la charge de travail et surtout avoir 1000 choses à faire. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça te forme sur plein de choses. J'imagine, ouais. C'est que tu es obligé d'être un roi du système D en fait derrière. Mm. C'est que si ton expert justement en plomberie en fait, il peut pas être dispo, vas-y, tu bricoles le siphon de l'évier pour pas qu'il fuit Bien quoi. Non, et puis il y a d'autres éléments aussi, c'est que simplement, enfin tu me dis si je me trompe, mais rien que le fait de créer sa carte, tu vois c'est bête, Mhm. mais comment t'établis tes prix? Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu vas réellement proposer? Je sais que vous faites vous avez une cuisine, Mhm. donc vous proposez à manger. Qu'est-ce que tu vas proposer comme bouffe? Mhm. Est-ce que comment tu vois t'arrives aussi à avoir ta marge sur les produits que tu vends? Parce que bon, ça reste un business, hein, on va pas se mentir, faut Oui, aussi bien gagner sûr. de l'argent. Mais ça doit être hyper compliqué quand tu connais pas, tu vois comment tu arrives à définir un pricing et tout, ça doit être hyper intéressant dans la gestion en tout cas d'un bar comme ça quoi. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Ah ouais? Parce que moi je m'en fais une montagne de ce truc. Oui, nos business sont pas tout à fait les mêmes. Non, bien sûr. C'est que nous en fait on a des produits palpables Ouais. et donc on a des coûts de revient. Et tu palpable. t'appliques une marge et puis. Et de l'autre côté, on a des coûts opérationnels. Mhm. Et donc, il faut qu'en fait, tu cumules tes coûts opérationnels avec ton coût de revient. Ok. Ça te donne ton coût total en fait du produit. Et sur ce coût total, tu appliques en fait une marge Ok. c'est ta. Et je vais pas te demander la marge, mais la marge que vous avez établie, c'est arbitrairement. Genre, tu Non, te non, dis c'est- voilà, il y a ou il y a un Il y a calcul une bonne derrière. pratique, il faut que ce soit au moins x3 par rapport à ton coût de revient. Ok. Ça c'est des trucs qui se font en Voilà, ça restauration. c'est. Ok, c'est la base. Et ensuite, en fonction du type de produit, en fonction de ta clientèle, en fonction de ton positionnement, de ton Ok. lieu, etc. Là Mais tu peux. il faut, pour ne pas perdre d'argent, au moins du x3 par rapport au coût de revient du produit. D'accord. Donc Ok. imaginons tu achètes ton produit à 1€, il faut au moins le vendre à 3€ Ok. pour commencer à dégager en fait De quelque chose. l'argent. Ok. Et ça, sans compter les impôts, tout ça. Ben, je vais te poser, écoute, la même question, mais cette fois sur la partie brasserie, mon Jérém, qui est ton métier de base. Ouais. Comment ça se passe quand tu passes de brasseur Mhm. à gérant d'une brasserie, à construire réellement ta brasserie en fait? Alors, pour le Bon, mange, tu- on n'a tu pas encore l'externalises, construit. Voilà, c'est pour on ça, ok. externalise. Par contre, dans le business plan, j'avais effectivement déjà tout pensé pour la construction de la brasserie. Mhm. J'avais mes devis en fait comparatifs pour tout le matos de brassage, j'avais le devis comparatif pour des locaux, pour les fournisseurs de matières premières, pour à peu près tous les installateurs. Et c'est un travail qui est moins éprouvant qu'il ne semble,
Dans le sens déjà où c'est un métier qui me passionne et où j'ai bossé justement avant dans Oui. des brasseries et où donc je connais les bonnes pratiques. Ok. Je sais ce qu'il faut comme type de matériel, je connais les fournisseurs qui sont bons, je connais les fournisseurs qui sont moins bons mais moins chers, allez si ça Dis passe. dis les noms. Non, je plaisante, non, je plaisante. pas spécialement, mais après ça dépend toujours de ce que chacun veut faire comme type de produit en fait. Hmm. Il y a certains fournisseurs, je pense au malt par exemple, qui seront bons sur certaines typologies de bière mais beaucoup moins sur d'autres. Mais donc là, tu te sentais plus à l'aise par rapport à cette partie du projet, effectivement, parce bah grave. que Mais tu parce- étais passé parce par que le c'est mon vrai stade. métier. Ouais, c'était ton vrai métier, tu as suivi la formation. Ouais. Alors que le métier de tenancier de bar, je l'apprends sur le tas. Oui, c'est ça. Tu découvres au jour le jour. Voilà, je découvre vraiment au quotidien et donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus d'erreurs en fait sur cette partie-ci que sur la partie production. Mais c'est comme ça que tu apprends aussi. Bien sûr. C'est une manière en tout cas C'est une autre d'apprendre. manière d'apprendre sur le tas, mais il faut s'attendre à faire des erreurs et t'en fais forcément. Les accepter. Il faut les accepter, trouver des solutions. Ok. Là où justement sur la partie microbrasserie, T'étais plus serein en beaucoup fait. plus à l'aise, ouais. beaucoup plus à l'aise. Et donc lorsqu'on va vouloir internaliser tout ça, tout le travail que j'avais déjà fait à l'époque, j'aurais juste à redemander les devis à jour, mais en gros c'est déjà fait. Et tu t'étais déjà renseigné quand tu étais brasseur pour une autre brasserie sur comment ça se passait pour distribuer la bière? Tu connaissais déjà, tu avais une idée de Ouais, bien comment sûr. ça se passait, que ce soit en direct avec des établissements, avec des bars Bien sûr. ou par des distributeurs. Si tu peux nous en parler, comme ça éduquera aussi les gens sur comment ça se passe si tu veux. C'est quelque chose qui est hyper chronophage en fait, la partie commerciale. Mhm. Parce que lorsque tu as une marque inconnue, il faut la faire connaître d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et pour des métiers de la bouche en fait tels que la bière, Mhm. les gens ils s'en foutent en fait de ce que tu postes sur Instagram, sur Facebook. Alors oui, l'étiquette est jolie, mais s'ils n'ont pas goûté le produit, Oui, ça les intéresse pas en fait. Donc il faut Donc faire du comment porte-à-porte. comment tu les forces à boire ta bière? Tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas faire du porte-à-porte. D'accord. Et tu leur ramènes des échantillons et tu discutes avec eux. Donc là, tu parles de porte-à-porte vis-à-vis de distributeurs, bars. Distributeurs, bars, cavistes, un peu. Alors, juste pour expliquer à vous, chers auditeurs, donc quand tu as un produit comme la bière ou des spiritueux, Mhm. tu as la possibilité de vendre en direct à des établissements, donc à des bars ou à Ouais. des restaurants. Mhm. Tu as des distributeurs, eux, qui achètent en fait un stock et se débrouillent pour le revendre derrière, c'est ça? Ouais, c'est les distributeurs spécialisés qui prennent des gros volumes, qui ont leur clientèle, leur carnet de clientèle et qui après distribuent sur Voilà. leur carnet de Et clientèle. tu leur vends directement ou ils Ouais. te les... Ok, tu leur vends et après ils se débrouillent. Je leur vends, Ok. ils se font leur marge dessus. Enfin, c'est un intermédiaire en plus. Donc Ok. nous, on se fait moins de marge en fait en vendant à des distributeurs. Mais tu fais plus de volume. On fait déjà plus de volume et en plus de ça, on perd beaucoup moins de temps. Oui, ils On s'occupent leur de la vend le gros partie volume et ils commerciale. s'occupent de la partie En commerciale. fait, leur métier, c'est de faire du C'est- ouais. business. Quoi. Leur métier, c'est de faire du business. C'est de trouver justement le distributeur final. D'accord. Et donc oui, toi, pour constituer, on peut parler de ça, pour constituer cette offre-là par rapport à la brasserie, aux bières que tu produis, comment tu as pu faire, comment tu as pu monter ça et quelle était ta stratégie? En fait, vu que tu nous parlais du fait de créer le bar en même temps que la brasserie, donc c'était un canal de diffusion en fait pour vendre effectivement tes Ouais. produits. Et est-ce que tu avais anticipé d'autres méthodes? Est-ce que tu Bien as mis sûr. d'autres méthodes Bien aujourd'hui sûr, en ouais. place C'est au niveau local en fait. C'est d'aller voir justement tous les bars à bière, tous les cavistes bière, même tous les cavistes vins, parce que même Mhm. maintenant les cavistes vins vendent également de la bière. Bien sûr. C'est d'aller voir tout ce petit monde en fait directement, de leur déposer l'échantillon, de discuter avec eux. Et donc il fallait avant, et c'est ça qui était très chronophage, créer un fichier de prospection. Donc identifier en fait tous ces acteurs. Et comment tu as fait ça? Tu t'es basé sur quoi pour le faire? Internet. Ouais, C'est des recherches sur internet, c'est Google Maps, c'est génial pour ça. Ok. Donc il y a ça, plus après demander un peu à tout le monde, à droite à gauche. Les réseaux sociaux aussi, pas mal. Mhm. Il y a les hashtags sur Instagram, ça m'a Bien beaucoup sûr. aidé justement pour identifier des bars, pour identifier des cavistes que je connaissais pas forcément, que j'avais pas forcément vu sur Google Maps. Mhm. Et ensuite le bouche à oreille en fait, c'est demander partout autour de moi, même surtout à des gens qui habitent pas la même ville que moi, parce que ceux de ma ville je les identifiais très bien, je les connaissais bien. Mais dans les autres villes en fait en périphérique, c'est juste demander aux gens. Oui, C'est en parce gros que- lorsque vous sortez pour boire de la bière, où est-ce que vous allez? Oui, parce que toi, ton objectif, c'était pas que Overground soit connu que sur Strasbourg. Ouais. Effectivement, c'était aussi aller voir d'autres d'autres villes dans le Grand Est et même nationales, j'imagine, à terme. Maintenant on distribue au niveau national. Ok. Et donc vous êtes passé par un distributeur aujourd'hui? D'accord. Vas-y, parle-en nous, ça peut être intéressant. Sur le distributeur en fait,
Le premier qui nous a fait confiance, c'est le distributeur Formidable. Ok. Qui C'est est, formidable. C'est formidable. Formidable, c'est formidable. Qui est installé à Nancy et qui généralement est plus spécialisé en bière des pays de l'Est. D'accord. Mais il développe justement sa gamme de bières locales. Et donc ça l'intéressait beaucoup d'être le premier en fait à avoir une nouvelle brasserie qui commence à monter, qui commence à avoir de bons retours à droite à gauche en fait sur Strasbourg. Parce qu'on le distribuait déjà en direct en fait sur Strasbourg depuis un petit bout de temps. J'imagine oui que pour un distributeur, l'image de marque c'est hyper important Bien aussi. sûr. Ah, bien sûr. Ils Bah, vont, sinon, ils vont pas juste prendre un produit qui a énormément de marge en essayant de leur vendre. De toute façon, ça se vendra pas s'il n'y a pas d'image de marque derrière, quoi. ils le font, si. Ils le font, ok. Mais c'est pas le même type de produit, Oui. c'est pas le même type de consommateur. Ouais. Il y a plein de bières en fait où l'image de marque ils s'en foutent. Ok. Tu regardes la 8-6, c'est une image de marque déplorable et pourtant c'est la bière qui est le plus vendue Ça, en France. ça a une image de marque. Je dis pas qu'elle est bonne, mais il y a une grosse image de marque sur les 8.6. Oui, la marque est connue, La marque est connue de ouf. mais leur image de marque Et à chier. est négative. Oui. Et pourtant c'est la bière qui est la plus vendue en France. Ok. Donc c'est pas forcément primordial sur tous les marchés et sur tous les types de consommateurs. Ok. Euh, Mais sur des produits comme le tien, c'est sur des hyper- produits c'est comme le mien, important. bien sûr. Ok. C'est pour ça en fait que ce soit au niveau de notre communication, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit sur les newsletters, etc. Ou même directement sur les produits. Mhm. Donc par le choix du nom du produit, par le choix de l'étiquette du produit, du type de bière. D'ailleurs, vos étiquettes sublimes, on fait un big up à Arnaud parce qu'elles sont magnifiques, hein, ces étiquettes. Arnaud Corpor, notre graphiste qui nous suit depuis le début, qui a fait toute notre charte graphique, qui fait toutes nos très, étiquettes. très, très fort. Incroyable. Il est vraiment incroyable et c'est un amour en plus. Et donc, vous êtes passé par ce distributeur, donc Et on est passé par ce distributeur et maintenant en fait, en soi il a tout vendu très rapidement. Ok. Parce qu'après il y a aussi un intérêt en fait de la part des bars, des cavistes, de goûter de nouvelles brasseries. Alors ils prennent jamais des gros volumes au début parce que forcément ils limitent Faut les risques. tester, ouais. Voilà, faut tester. Mais par contre, de manière générale, l'écosystème en fait de la bière est vachement curieux. Ok. Depuis une vingtaine d'années en fait, et le renouveau de la bière craft en France, il y a vraiment cette curiosité, faire confiance aux petits jeunes, d'autant plus justement si l'image de marque et l'effet visuel en fait est là. Si tu as une étiquette pétée du casque, ils vont dire wow, c'est pas pro en fait. Ok. Alors que la belle étiquette où tout est carré, tout est bien fait, ou sur les réseaux sociaux il y a une vraie communication constante qui est bien construite, ça donne aussi envie, ça donne un aperçu en fait du produit qui est à l'intérieur de la canette. Ok. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir un établissement, donc un endroit physique où les gens peuvent venir, tu penses que ça a rassuré quand même aussi? Ou ça a Ouais. pas... Ouais, Ah bien sûr, oui. c'est d'autant plus que je touche du bois, mais pour le moment avec plus de 100 avis, on est toujours noté 5 étoiles sur Google. Ça va changer dès ce soir. On va passer à 6. oui, oui, exactement. Donc oui, bien sûr, ça aide aussi, puisque lorsque tu tapes Overground Brewing, en fait, la première chose que tu vois, c'est le bar. Bien sûr. Et donc avec plein de photos aussi, où tu vois les consommateurs, tu vois les avis, en fait. Il y a également l'application Untappd, qui est vraiment dédiée, en fait, à la bière. C'est une sorte de méga base de données de la bière, Ok. sur laquelle tu as ta wishlist, tu peux indiquer les bières que tu as consommées, tu peux mettre des photos, tu peux mettre Un une peu note. comme les trucs pour le vin. Là, Ouais, du comme- vino, comme- des- ouais, c'est ça. ouais. Ok. Même principe. Et vous êtes dessus? Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Et donc ça aide aussi beaucoup. Forcément, il y a tellement de microbrasseries que les cavistes sont obligés de céder par un levier ou par un autre, en fait, Bien ou sûr. les bars pareil, en fait, pour essayer de faire un minimum de tri là-dedans. Bien sûr. Et donc on utilise justement ces différents moyens, pas directement auprès de nos clients, mais juste ils sont en backup en fait, parce que Mm. c'est ce que les clients vont aller voir. Bien sûr. C'est un peu le même principe que pour le RH en fait. Dès que tu reçois le CV de quelqu'un, tu vas checker en fait les réseaux sociaux. Oui, ça paraît- Tout le monde c'est dit on le logique, fait pas, mais oui, tout le c'est monde le logique. fait. Hein, Et tu vois, pour rester sur cette partie distribution et produits, on commençait à en parler tout à l'heure et tu voulais venir dessus. Ouais. C'était comment tu as pu effectivement définir les bières que tu allais brasser. Parce que, encore une fois, moi je ne m'y connais pas du tout en bière. Je sais qu'il y a les Pils, les IPA, les Sour. Mhm. Putain, je suis fort. Et comment toi tu as choisi en fait ces différents types de bières que tu voulais produire et comment ça a germé en fait dans ta tête, tu vois? Alors déjà en fait je suis parti
Enfin, je dis je, mais on est 3. Hein. Oui, bien sûr. C'est- Oui, on- on fait comme si Jérémy Ouais. était tout seul à gérer la barque, mais il y aura sûrement un autre de ses associés qui fera aussi un flammcast pour qu'il nous donne lui Ouais, son ouais, avis. il y a Julien et Nico qui sont, Bien qui sûr. sont, qui sont avec moi. Je suis clairement pas tout seul, et heureusement, parce que tout seul, ça aurait été Tu pourrais impossible. pas, tu peux pas. Ça aurait été impossible. il y a C'est beaucoup c'est trop. important hein, comme remarque ça aussi de dire Ouais. que de se lancer dans une aventure comme ça, tout seul, Mhm. factuellement, tu ne peux pas. Ah bah non, Tu pas peux pas. de, À part- de- à part de si- cette envergure. À part si tu as de l'oseille et que t'embauches. et que t'embauches Oui, des gens qui tout le à font fait. limite avec toi. Quoi. Tout à fait. Mais c'était pas mon cas. Mais j'avais des très bons copains. J'avais des très bons copains. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est devenus copains sur le tard. Ok. C'est qu'en fait, on s'est rencontrés autour de la bière. C'est que Julien, je l'ai rencontré par le brassage amateur, par le biais de Ouh, Thomas, direct. en fait, dont je parlais avant, qui était mon voisin du dessus et qui on a brassé de la bière pendant le Covid. J'ai rencontré Julien comme ça, où on a brassé en amateur, en fait, dans sa cave. C'était un peu glauque, mais Belle expérience. ouais, bah, il faut passer par là. Hein. C'est là où tu vois vraiment toutes les merdes en fait du Bien début. sûr. C'est hyper formateur. Puis t'apprends à faire aussi avec des bouts de ficelle en fait. Bah exactement. C'est ça qui est important. Système D. De toute façon, pour être brasseur, pour être artisan de manière générale, Ouais, il bien faut sûr. être système D au taquet. Bien sûr. Et donc on s'est rencontrés avec Julien fin 2020, début 2021, et avec Nico fin début 2021 parce qu'on a fait la même formation de brasseur, Ok. lui et moi. Et donc voilà, on s'est rencontrés sur le tard. C'est pas comme si on est des amis de longue date en fait, ou Mais réunis par la même passion. au réunis final. par la même passion. Et c'est ça qui est surtout Ça, important. c'est beau. Je trouve que c'est même plus important et c'est une erreur à éviter de vouloir absolument créer une boîte avec son meilleur ami. Oui, juste pour le kiff de Juste dire pour le je kiff, crée une boîte. voilà, oui. c'est s'il n'y a pas déjà une idée commune, une passion commune Bien sûr. autour d'un Où chacun produit. trouve son intérêt en fait personnel Bien avant sûr. tout. Ouais. En fait, c'est un peu Bien ça, sûr. hein. C'est comme faire une coloc en fait. vrai. Vaut mieux faire une coloc avec un inconnu ou un semi-inconnu que faire une coloc avec son meilleur ami. Oui, oui, oui. Parce C'est que ça. après tu rencontres les gens au quotidien, enfin tu vis au quotidien avec eux. Mm. C'est là, on est trois dans la société, c'est comme un mariage à trois en Ah fait. bah, C'est clairement. même plus contraignant qu'un mariage à trois. Clairement, On se voit au quotidien, on a tous nos petits travers, on a tous nos petites humeurs par moment, il faut pouvoir supporter ça. bien sûr. Et donc c'est, je pense, plus facile en fait lorsqu'il n'y a pas l'affect du meilleur ou de la meilleure amie et qu'on ose se dire les choses. Oui, tu te dis les choses frontalement Ah et, ouais. et de toute façon, tu sais que ces choses-là sont dites pour faire avancer un projet Et qui c'est est ça. commun en fait. C'est ça. Et Donc je te le ça- dis pas juste parce que tu m'as saoulé hier soir et que je t'aime plus Ouais. quoi. Ouais, en gros, Non, c'est ça. c'est ça, c'est que ça gueule très régulièrement. Mais pour un Ça bénéfice s'envoie commun. des scuds dans la gueule, mais des scuds concrets. Hein. Ouais. C'est pas juste des insultes gratuites. C'est C'est constructif. voilà, des scuds constructifs, merci. Et puis 30 secondes après, c'est bon, on est nouveaux copains. Quoi. Oui, c'est reparti. Bah, très intéressant. Et donc oui, on parlait de tes produits. Donc des, Ouais. des sours, des pils, des IPA. Bah, en Bah, fait, déjà, dis-nous ce que t'as, parce que concrètement, j'ai lancé ces termes-là, je sais même pas ce Ouais. que t'as toi. donc nous, on a 7 bières actuellement dans notre gamme. Mhm. Là, bah, je vais les faire dans l'ordre. En fait, la première, c'est une American Pale Ale. Donc une bière blonde, j'ai envie de dire. Même j'aime pas trop ce terme parce que blond, c'est qu'une couleur finalement. Mais c'est comme ça que les novices comprennent généralement. C'est une bière blonde d'inspiration américaine avec un bel équilibre entre les céréales et le houblon. Ok. Donc les deux ont vraiment, à part égale en fait, la primeur du goût. Donc c'est des bières qui sont faciles à boire mais qui gardent quand même un certain caractère. À côté, on a créé une pils californienne, j'ai envie de dire, parce qu'on a utilisé un houblon américain. C'est une pils avec du soleil dedans. Ça fait voyager. Où là, justement, c'est plus les céréales qui sont mis en avant, c'est plus les levures qui sont mis en avant. Donc c'est une bière qui est enfin, c'est une pils quoi. Donc c'est hyper facile à descendre. Ok. Tu peux t'en boire des litres, tu le remarques même pas passer. Ok. Donc il y a un peu moins de caractère que dans une pale ale, mais c'est une consommation différente. Donc c'est bien complémentaire en fait les deux. On a également une bière blanche d'inspiration belge. Ok. Donc c'est une bière qui est bien sèche. Bon, par bière blanche, j'entends une bière de blé, donc qui est composée au moins à 50% de blé. On a 60% dans la nôtre. Le blé qui apporte justement un goût différent en fait de l'orge, hein, forcément. Donc d'inspiration belge, puisqu'on a utilisé des levures belges dedans, qui ont vraiment mangé tous les sucres présents. Donc c'est une bière qui est hyper sèche, hyper rafraîchissante, hyper désaltérante, et dans laquelle on a ajouté des grains de coriandre et des écorces d'orange. Tradition belge oblige. Parce Ok. que sur ce type de bière, c'est Trop bien. traditionnel justement Trop bien. d'ajouter ces produits. Ensuite, on a notre best-seller absolu, la From Space with Love. C'est une New England IPA. C'est donc une IPA. Les IPA, c'est des bières avec beaucoup de houblon dedans. Je ne vais pas m'étendre plus dessus. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Mais en gros, une IPA, c'est une bière avec beaucoup plus de houblon que dans la moyenne des bières présentes dedans.
Et le principe de la New England IPA, c'est une variante de l'IPA qui vient de Nouvelle-Angleterre, donc côte est des États-Unis, dans laquelle il y a une manière différente de travailler le houblon, où on en met plus sur la partie froide du brassage que sur la partie chaude. Puisqu'en fait, l'amertume se crée sur la partie chaude et les huiles essentielles contenues dans le houblon se diffusent beaucoup plus en partie froide. Et donc c'est une Donc, IPA moins avec très amer. peu d'amertume Ok. et beaucoup d'aromatiques. Ah, trop bien. On a ensuite une bière ambrée d'inspiration à mi-chemin entre l'américain et l'anglais. Elle est appelée une Turbo Special Bitter au début. Elle s'appelle Lost City of Bee, où en gros c'est à mi-chemin entre une American Strong Ale et une Extra Special Bitter. Donc bière ambrée sèche. C'est là où les gens sont étonnés généralement. C'est vrai qu'en Alsace en fait, on trouve plus des bières ambrées bien plus sucrées. Donc bien sèche mais hyper gourmande en fait. C'est à boire au coin du feu ou même en digestif. Une petite bière chaleureuse Ouais, qui tient un peu au corps ou pas du tout? Qui Non. tient au corps, ouais, parce qu'il y a quand même 7,5% d'alcool, Ouais, il y a bien. quand même un peu de mâche dedans. Et surtout, elle est hyper gourmande en fait. Par le houblon, ça apporte un côté un peu orange confite. Il y a les céréales qui apportent un côté vraiment très noisette, caramel. C'est un peu bière d'automne, bière d'hiver. Et, ensuite, on a celle-là pour la décrire, c'est plus compliqué. La Planète Fleur, on est sur une saison, donc une bière blonde d'inspiration belge, encore une fois avec des levures belges qui apportent un côté phénolique en fait à la bière. Par phénolique, j'entends épicé, donc un peu poivré, clou de girofle. Ok. Ça vient vraiment des levures en elles-mêmes. C'est typique en fait des bières belges, on le retrouve sur énormément de types de bières belges. Et donc bière hyper sèche, parce qu'encore une fois, ces levures belges ont mangé tous les sucres. Et on a rajouté, pour adoucir tout ça sans forcément rajouter de sucre, de l'hibiscus blanc, des oranges fraîches et des citrons verts frais. Ça donne envie. C'est gourmand, c'est rafraîchissant, c'est sec, ça a du caractère, c'est vraiment cool. Et enfin, on a une double IPA. Donc c'est pas une IPA où il y a eu 2 fermentations. Ça n'existe pas ce principe. Comme les bières triples belges, il n'y a pas 3 fermentations, c'est une légende urbaine. Ça veut juste dire qu'il y a en gros 2 fois plus de céréales et donc un taux d'alcool qui est bien plus élevé. Un goût, j'imagine, aussi un peu plus prononcé ou pas du tout? Oui, parce Ok. que plus d'alcool, Bah oui, plus de céréales et surtout plus de houblon. Voilà. Pour toujours garder cet équilibre. Et donc là, c'est une explosion de fruits exotiques en bouche. Donc le litchi, la coco et toute la ribambelle de fruits exotiques qui arrive derrière. Et, c'est hyper gourmand. Et donc, pour revenir sur la question, parce que bon, tu nous as tout Ouais. présenté, c'est incroyable, hein, franchement ça donne envie et je vous invite vraiment à aller à l'Overground pour déguster tout ça parce que vous le sentez, Jérémy c'est un passionné, il vous en parlera des heures, il n'y a aucun problème. Je peux ne pas m'arrêter là-dessus. Oui, la question initiale c'était vraiment comment tu as réussi comment tu as choisi en fait de faire Ouais. ça? Pourquoi en fait? Je me suis un peu perdu en route. Non, du tout, c'était hyper intéressant. Comment on a choisi? C'est déjà créer des bières que nous on aime boire. Ok, C'est vraiment partir de ça et c'est faire un peu fi en fait de ce que veut le marché, de ce que veut le client, le client lambda, le monsieur madame moyen. C'est vraiment déjà avant tout c'est de créer des bières en fait que nous on aime boire. Et qu'on boirait boire sincérité jusqu'à avec plus ton soif. produit quoi. Ouais, une vraie sincérité. L'autre point, et ça je l'avais déjà abordé avant, c'est des bières rassembleuses. Donc on évite de tomber dans des trucs trop clivants, du moins pour le moment. Donc ça t'est arrivé de créer une recette et te dire non on la propose pas parce bien que sûr. ça... Ok. J'en ai plein des recettes comme Ok. ça dans mon carnet. Mais donc Ouais. que tu pourras aussi proposer quand tu auras ta oui, c'est- micro-brasserie derrière. Ce sera fait effectivement. C'est que là, comme pour le moment, on externalise la partie production, on a assez peu d'agilité sur la production. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai pas spécialement abordé avant, mais c'est hyper important d'avoir une relation de confiance et de communication à long terme avec les partenaires en fait de production. Et ça revient aussi à ce que tu disais sur la gestion de l'établissement, d'avoir vraiment des gens sur qui tu peux te reposer quand tu as une galère. Et donc cette notion de confiance et de communication. Et là, sur la partie production, faire confiance justement en ces gens qui vont brasser tes bières. Puisque finalement, s'il y a une erreur qui est faite, elle vient de leur côté, mais c'est toi finalement qui est responsable et qui tous les cas, va prendre les plombs derrière. Bien sûr. Donc il faut avoir confiance en eux, il faut communiquer le plus possible, il faut être sûr qu'ils comprennent exactement ce que tu veux. Donc déjà faire un cahier des charges le plus exhaustif possible, le plus clair possible, et surtout faire une sorte de réunion en fait avec un kick-off en fait avec eux
pour être sûr que tous les points soient bien compris et qu'on soit au clair. Et travailler main dans la main aussi, de les, Tout à fait, les amener aussi dans ton aventure et de leur faire prendre part à ton aventure. Bien sûr. C'est hyper Indirectement, important, et c'est je pour ça que j'ai aucun problème à les citer. Là, on boit cette bière chez les Intenables qui sont à Rosheim. Okay. On ne s'en cache pas en fait. C'est quelque chose qui est oui, commun c'est vrai que c'est un dans le truc monde de que la tu bière. dis en plus assez C'est facilement. quelque chose qui est commun sûr. dans le monde de la bière. C'est quasiment toutes les brasseries qui se lancent en fait ont commencé par ce qu'on appelle du brassage à façon. D'accord. Donc c'est brassé chez d'autres. Mais je sais que ça se fait aussi dans les spiritueux, ça. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok, bah c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est hyper intéressant dans tout ce que tu nous expliques, c'est cette sincérité avec laquelle vous avez créé le projet aussi. C'est ça qui est fou. Et moi, j'en parlais dans l'épisode 0 que j'ai fait tout seul. C'est que de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu veux lancer ton produit, ton service, si toi-même tu n'y crois pas, si toi-même tu te dis pas putain j'ai envie de me l'acheter moi-même, de toute façon ça marchera pas. Mais c'est pour ça, c'est un projet en fait quel qu'il soit doit être avant tout une passion. Autour d'un produit, d'un service, ou peu importe ce que tu proposes, c'est que tu dois être déjà passionné en fait par ce que tu as proposé. Si tu n'es pas passionné, tu n'arriveras pas ni à le créer comme il faut, ni à le vendre. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Mais après, faut pas non plus oublier justement la partie réaliste, parce que sinon c'est un peu utopiste en fait de dire je vais créer le truc que moi j'adore absolument, mais s'il n'y a pas de marché pour ça sert à rien. Oui, c'est clair. Donc il faut réussir à lier les deux. Ouais, faut déceler un besoin en fait chez le consommateur en fait. Bien sûr. Pour que ça aille en adéquation avec cette passion. Donc nous, la manière dont on a vu le truc, c'est déjà créer une gamme de produits sur laquelle nous on est passionnés, une gamme de produits qui nous correspond, une gamme de produits que nous on pourra acheter, comme tu l'as très justement dit, qu'on pourra acheter en fait sans regarder en fait si on l'a trouvé ailleurs. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, parce qu'il y a d'autres brasseries qui font des produits absolument incroyables où on se dit on aurait bien aimé faire ça. Mais bon, on n'est pas là pour copier les copains, il n'y a aucun souci avec ça. Mais après, il ne faut pas oublier en fait le besoin du consommateur. C'est lui qui va faire rentrer le pognon derrière. Mais c'est lui qui te donne entre guillemets son argent aussi. Voilà, donc il faut le satisfaire. Il faut le satisfaire, donc il faut aussi créer une offre qui est en adéquation avec ses besoins. Bien sûr. Et d'où le principe aussi des bières rassembleuses. Bien sûr. Et cette gamme en fait, donc de cette bière que l'on a créée, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts en fait dessus. Donc c'est un peu comme ça que ça se construit. Il y a des gens qui vont préférer les bières fortes, vraiment avec du caractère, ils vont aller sur l'ambré. Il y a des gens qui veulent juste un truc de base. En gros, la bière, il n'y a pas d'appétence particulière dedans, c'est juste boire un verre pour boire un verre parce que j'ai marché toute la journée et j'ai envie de me rafraîchir. Paf, ils peuvent partir sur la Pils. T'en as d'autres qui vont chercher le côté hyper rafraîchissant, ça va aller sur la blanche belge. D'autres qui vont chercher un peu plus de complexité aromatique, ils vont partir sur la NEIPA ou la WPA. Donc il faut vraiment proposer pour tous les goûts, que ce soit en termes de typologie de bière, de saveur de bière, de prix bien entendu, parce qu'elles ne sont pas toutes au même prix en fonction du coût de revient de celle-ci, et d'aromatique tout simplement. En fait j'ai trouvé ton slogan, c'est buvez comme vous êtes. C'est un peu ça. Ouais, je crains quand même le copyright infringement. Oh non, c'est un petit restaurant. Bon, c'est hyper intéressant tout ça. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur, tu nous en as parlé, tu as évoqué le sujet sur la communication, effectivement qui est un élément hyper important autant pour l'établissement que pour tes bières. C'est primordial en fait de nos jours. C'est primordial. Ouais, c'est clairement primordial en fait. Tu me ravis, tu m'envoies ravi. T'as beau avoir en fait le meilleur produit du monde, si personne ne sait que ça existe, il n'y a aucun intérêt. Exactement. Donc la communication c'est primordial, c'est hyper chronophage, surtout au début, parce que il faut réfléchir à sa stratégie. Et ça, tu as fait ça comment? Tu t'es fait accompagner ou tu l'as fait tout seul via ton parcours? Via mon parcours, j'ai appris à le faire en fait, maintes et maintes fois, que ce soit dans mon cursus scolaire ou derrière dans mon parcours professionnel. Donc j'ai vraiment fait ça tout seul. Mais ouais, c'est quelque chose qui est chronophage parce qu'il faut établir une stratégie de communication, une stratégie marketing déjà pour commencer, qui va en adéquation avec ta stratégie commerciale. C'est quels outils et quels leviers en fait tu vas mettre en œuvre. Au niveau marketing, donc on parlait des canaux de distribution avant, il y a les canaux de communication sur lesquels je vais venir, il y a plein de choses en fait qu'il faut mettre en place, le design, etc. Le storytelling dont effectivement je vous parlais avant, où il y a ce principe de conquête spatiale, il y a le principe de science-fiction avec le lieu en fait qui est dédié à ça, les étiquettes sont vraiment hyper branchées là-dessus, notre communication et orienté dessus. Et hyper orienté dessus. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Le truc qui marche en communication, moi je vais plutôt parler de la partie com, mais c'est la cohérence en fait. C'est réussir à créer une cohérence de bout en bout de ton projet, mais vous y arrivez franchement très très bien. Ça a nécessité pas mal de brainstorming au début. C'est sûr.
pour réussir à trouver justement de quoi on voulait parler. Parce que faire de la bière, c'est bien, faire de la très bonne bière, c'est mieux, mais raconter une histoire en fait derrière, C'est c'est absolument exceptionnel. génial. Et puis c'est là où il y a un vrai kiff en fait. Bien sûr. C'est lorsque j'écris, parce que dès qu'on a une recette de bière, on écrit l'histoire en fait derrière cette recette de bière. Parce qu'en fait le principe c'est que on a un petit personnage, un petit astronaute en fait. Il a un nom. Non, et on n'en veut pas. Il peut s'appeler Mathieu. Il peut s'appeler Mathieu. il peut J'essaie de s'appeler- faire rentrer Mathieu dans le podcast depuis tout à l'heure. il peut s'appeler Flavien, il peut s'appeler Raph, il peut Ah oui, s'appeler tout le monde s'identifie. Mireille, tout le monde peut s'identifier. Très bien. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il n'y en a qu'un seul. Ah, Ça peut être toute une ribambelle en fait. D'ailleurs, on ne Exact. sait même pas s'il est humain. exact. Putain, le Donc suspense c'est pour que ça tu on nous as le mis là. voulait non personnifié, non genré, que tout le monde puisse s'identifier justement à lui, elle, enfin bref. Et donc cette ribambelle d'astronautes voyage dans l'espace, de planète en planète, d'astre en astre, et vont découvrir en fait aux quatre coins de la galaxie de nouvelles recettes de bière, de nouveaux produits, de nouveaux procédés de fabrication. Et Enfin bref, tout grâce ce à qui- ça, ils vont réussir à ils nous construire- envoient les infos sur Terre Ah, et nous c'est on brasse génial. sur Terre. C'est génial, quelle histoire. Et donc sur chacune de nos bières, il y a la petite histoire qui va bien derrière, où on raconte justement comment est né le projet de cette bière, toujours du point de vue storytelling, toujours du point de vue en fait de cette ribambelle C'est vraiment d'astronautes. une question d'expérience en fait. Tu fais vivre Ouais. une expérience C'est ça. gustative, Ouais. avec aussi les interactions que tu peux créer pendant les animations. C'est ouf, trop bien. Et puis les petites lectures justement des histoires, les canettes qui ont chacune leur identité propre, C'est vrai. avec une petite scénette à chaque fois, vous les trouvez toutes sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et donc ensuite il y a la partie communication, Mhm. qui est un gros point. Ce dont on disait avant, si personne ne connaît ton produit, Ça sert à rien. ça va pas se vendre. Et donc les réseaux sociaux, en fait, c'est une arme qui est absolument incroyable pour ça. Ça vous a beaucoup aidé vous? Ah bah oui, grave. Ouais, c'était. En plus, c'est le truc sur lequel vous avez mis toutes vos armes en fait, non? Pas uniquement. Pas uniquement, ok. On a investi beaucoup de temps. Et encore, j'aimerais bien pouvoir en investir plus. Ouais. Mais il y a des choix à faire. Hein. Tu prendras une agence qui s'appelle Sambrain. C'est tout à fait faisable. C'est pas dans les plans pour le moment parce qu'on a plus spécialement besoin d'être Oui, hyper actif sur bien les sûr. réseaux comme on a pu l'être au début, Bien sûr. où c'était une publication par jour, 3 ou 4 stories par Parce jour. que tu avais besoin de faire aussi de l'émulsion pour le lancement Ouais. et c'est normal. Et où en fait là maintenant on a atteint un point où la plupart de nos communications du quotidien, c'est nos clients qui le font. Ok. Via des stories en fait, que ce soit au bar ou de leur dégustation en fait de bière. Ce qui est le Graal Ah bah ouais, c'est de absolument tout génial. établissement. C'est ça, c'est de absolument toute génial. marque. Et donc en fait on n'a plus qu'à se concentrer sur la communication aux réseaux sociaux, comment dire, j'ai envie de dire, Informative. ouais, informative, les gros points en fait Ouais. à voir. Genre les sorties de nouvelles bières, les événements qui vont se passer au bar. Aussi donner des petits updates en fait sur le quotidien de la microbrasserie, sur les brassages en cours, les conditionnements en cours, comment ça se passe à tel et tel endroit. Donc selon toi, c'est quand même important dans la communication d'un projet, d'une entreprise, de quand même créer ce lien, parce que c'est ce que vous avez réussi Ouais, à c'est- faire en fait, de créer un lien où vous C'est effectivement vous primordial communiez au pour toute courant. marque en fait. Ouais, bien sûr, Pour toute marque, il faut créer cet esprit, enfin que le consommateur a un esprit d'appartenance à la marque. c'est ça. Ouais. Ceux qui ont absolument pété le game en fait à ce niveau-là, c'était Nespresso. Ah oui, c'est clair. Oui, quand t'achètes Nespresso, c'est pas t'achètes du café, C'est ça. c'est t'achètes Nespresso. Tu T'achètes fais partie du Georges club. Clooney avec, Ouais, quoi. Tu fais partie du club, tu vas dans Ouais, les bien magasins sûr, bien dédiés, sûr. t'es reçu comme un Et c'est là, comme un c'est roi. là où c'est incroyable, c'est que l'expérience effectivement se continue dans les boutiques. Bah bien sûr. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est moi je fais partie du club Nespresso. C'est ce que vous, en fait, je remarque, c'est ce que vous faites un peu ici aussi. Ouais. C'est ça qui est fou, ok. Georges Clooney m'a jamais répondu. Apparemment il t'est pris. Non, j'appellerai, c'est un ami. Voilà, trop intéressant. Si t'avais un conseil, alors là, c'était pas un truc qui était prévu, mais c'était un conseil pour quelqu'un qui commence son projet entrepreneurial sur la communication. Ouais. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à ce mec-là? Ah. Tiens, mais même plus intéressant, sans parler de communication de manière générale, quelqu'un bah, qui dit déjà- demain je vais entreprendre, quel est le conseil que tu lui donnerais en premier? J'en parlais déjà avant en fait, c'est de prendre le temps pour faire ta veille Ok. concurrentielle, économique, commerciale, enfin de prendre du temps avant, ça te permettra d'en perdre beaucoup moins une fois que tu es lancé. Parce qu'une fois que tu te lances, tu as 1000 choses à gérer et tu n'auras plus le temps de la faire. Bien sûr. Tu te dis ouais mais j'arriverai toujours à dégager une, deux... Non, que dalle. Non, oui, C'est- ça n'existe pas. Il faut faire un énorme travail en amont qui t'apprend 6 mois, 1 an. Nous ça nous a pris entre début 2020 et mi-2022. Bien sûr, Faut laisser le temps au temps. bien sûr.
Surtout que tu as probablement d'autres contraintes à côté. Tu apprends plein d'autres choses, tu as possiblement même encore un métier en cours. Tu as besoin de t'approprier aussi ton projet en fait. Ouais, mais C'est pas juste je lance un projet, c'est approprie-le toi, apprends à bien le maîtriser, à le connaître, à savoir ce que tu fais. Et, apprends, va voir les gens, va faire des formations, va bosser chez d'autres, Aussi, clairement. tout simplement. Histoire de voir vraiment concrètement comment ça se passe. Et si ça se trouve, ça va juste te faire te dire ah non, finalement, faut que je le fasse différemment parce que là, c'est pas un marché viable. Et ça, c'est une chose que tu peux te dire quand t'es pas encore forcément lancé et qu'il n'y a pas des choses qui sont engagées. Bah, Donc tant- effectivement, ouais, tant- c'est mieux de se le dire avant. C'est ça. Bien sûr. Faut faire un travail en amont avant de lancer le moindre euro en l'air. Bien sûr. Bon, bah, c'était hyper intéressant, Jérémy. Je vois qu'on arrive à plus d'1 heure. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de clôturer cet épisode? Ouais. Par rapport aux difficultés qu'il faut aussi anticiper, c'est l'administration française. Faut pas se faire des potes. Hein. En soi, ils font ce qu'ils peuvent, dans le Ils sens font ce qu'ils peuvent. dans le sens où ils sont sous-financés et pas assez de staff, rien. Puis énormément de process aussi, j'imagine. Tu sais, Ouais, de non, mais strat, C'est d'organisation. ça, c'est un ouais. mastodon en fait qui n'avance pas. Oui, c'est un paquebot qui avance pas, exactement. Et donc juste anticiper un maximum parce que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. L'obtention du cabis par exemple au niveau des greffes, sur internet tu vois ouais logiquement en 3-4 semaines en fait c'est bon. Non, nous ça nous a pris 3 mois et demi. Ah ouais. En les relançant tout le temps. Et effectivement, c'est des choses, si tu as commencé à engager des frais, enfin des sous dans ton activité, Ouais, c'est que nous ça nous t'es bloquait bloqué, ouais. au niveau de la banque. Exact. Parce Ah qu'on bah oui, on t'as avait- besoin du cabis pour avoir un prêt, ouais. on avait Ouais, l'emprunt bien qui sûr. était validé et tout, mais on n'avait pas Bien encore sûr, le cabis. bien sûr. Parce que ça a pris trop longtemps. Donc ça nous a mis en retard en fait pour l'obtention du prêt, l'obtention des clés du bar. Donc ça Exact. a tout décalé en fait. Oui, parce que tant que t'as pas ton cabis, en fait, ta Et structure n'existe pas. C'est ça. Ouais, bien sûr. Tu n'existes pas aux yeux de la loi et donc tu peux pas faire grand chose. Tu peux anticiper certaines choses mais tu auras toujours un plafond à un moment. Ouais, bien sûr. Et donc juste anticiper un maximum tout ce qui est démarche avec l'administration française. Quitte à le faire beaucoup plus tôt, ça coûte pas grand chose. Oui. De toute façon, si ton cabis il est prêt 2 mois Ouais. avant, c'est pas ça qui va changer la donne. Ne pas négliger tes statuts d'entreprise. D'accord. Si tu es auto-entrepreneur, il y a moins de soucis avec ça. Oui, mais on Mais parle si de tu vraies crées- structures. Si tu crées le truc à plusieurs, ne pas négliger les statuts. Mhm. Oui, Parce se que, faire accompagner, j'imagine. Vous êtes fait accompagner, vous ou pas? non. Non, vous l'avez fait solo? Avec le recul, on aurait dû. Ouais. Et c'est un peu pareil surtout. On parlait de la partie communication avant en fait. Si tu ne sais pas faire toi-même, Fais appel à quelqu'un. ouais, fais appel à quelqu'un. Et c'est pour un peu toutes les parties comme ça. Ouais. C'est sur la partie technique, si tu ne sais pas faire toi-même, fais-toi accompagner. Ouais. On a tous des points forts et des points faibles. Et il faut surtout avoir conscience de ces points faibles, des points où on n'est pas bon. Et tu vas juste gagner du temps et donc in fine de l'argent en fait en te faisant accompagner en fait sur les points où tu n'es pas Puis ça te spécialement bon. sécurise. Ouais. Ça te sécurise aussi au final. Et ça te fait gagner du temps. C'est que Bien sûr. tu délègues, donc tu peux te concentrer sur autre chose, tu as une plus forte valeur ajoutée. Et tu En sais les- que ce sera bien fait. Et tu sais que toi, du coup, ce sur quoi tu te concentres va être beaucoup mieux fait. Mm. Et en laissant un professionnel en fait faire la partie où toi t'es pas bon, ce sera bien mieux fait que si ce tu l'avais que fait toi. toi-même. Bon. Donc c'est pas hésiter à se faire accompagner, anticiper un maximum de choses et surtout. Là, c'est plus en termes de produits en fait et de stratégie commerciale, d'avoir une base solide de revenus, un peu ta vache à lait. Mhm. Celle-là, jamais la négliger, bien y réfléchir avant et c'est sur celle-ci qu'il faut te concentrer. C'est pas sur toutes les ventes additionnelles et tout que tu peux faire autour, c'est vraiment sur ta vache à lait qu'il faut te concentrer au début. Et après, petit à petit, rajouter des briques. Mais surtout pas mettre déjà tous les œufs dans le même panier. Mhm. C'est pas te lancer sur un nouveau projet à fond, allez paf, on investit toute l'emprise dedans. Toujours garder ta vache à lait à côté. Comme ça, si jamais le premier truc se casse la gueule, C'est pas grave, tes backups. voilà, t'as Ok. ton backup sur ta vache à lait. Et voilà, c'est juste petit à petit. Faut pas Oui, c'est vouloir y aller prendre trop le vite. temps de faire les choses Prendre et de le les faire temps correctement. Et tester des choses en fait. Tu testes une nouvelle gamme de produits, tu vois si ça prend. Faut quand même laisser le temps au temps. Hein. C'est pas en 2 semaines que Bien sûr. ça va faire boom. Tu laisses le temps au temps, tu te fixes une deadline, un objectif. C'est ça aussi, c'est de fixer des KPI en fait, Ouais. fixer des objectifs pour à peu près tout et avoir des stats et faire constamment des stats. Donc soit utiliser des outils pour ça, Ok. soit tu es très bon en Excel et tu le fais sur Excel. Mais ouais, c'est avoir un suivi en fait au quotidien de tous tes projets Mhm. avec des objectifs précis et avec un suivi statistique précis.
Ce qui te permet après de savoir ce qui fonctionne moyen et ce qui fonctionne pas du tout. Et en plus, c'est entre guillemets mathématique, donc c'est concret. C'est pas toi, ton appréciation de la chose qui dit ah ça marche, ah non ça marche moins bien, ah non ça marche pas quoi. Bah, ça c'est qu'il y a des trucs pour le kiff en fait, t'as envie de le faire et où tu te rends compte que tu perds de l'argent dessus. Ouais. Une fois que tu seras Bill Gates ou Jeff Bezos, why not? Là tu peux y aller, vas-y gamin, mais au début de l'entrepreneuriat t'as jamais énormément d'argent et donc vaut mieux se concentrer sur quoi tu gagnes de l'argent. Et c'est surtout éviter en fait les projets un peu plus qui te semblent un peu plus fun sur le papier ou qui te procurent du kiff mais au faire final, de l'argent dessus. Sympa. Okay. Bon bah hyper intéressant Jérémy, merci encore. Merci à toi de m'avoir J'espère reçu. que ça t'a plu. Ouais, c'était cool. Bah, c'est toi qui nous as invités. On est encore une fois, on est chez toi. On est sur ta petite terrasse à l'Overgrande à Strasbourg, Königshofen. Königshofen. Ok, ancien parisien, je suis désolé, je l'ai pas. Ça va arriver. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à vous abonner sur Spotify, Deezer, Amazon, Google et compagnie. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était Flavien et Jérémy pour le Flammcast. Merci.